الأولاني. الشابيتر الأولاني كيما عندكم في الكور اللي بعثته لكم. Donc je présente un peu un système thermodynamique. C'est un système qui présente des limites dans l'espace et qui contiennent de la matière. On peut présenter, c'est-à-dire pour un système donné qui présente de la matière, on peut donner une description microscopique. Et là, il y a trop de paramètres et c'est assez délicat, c'est assez compliqué de donner une description microscopique d'un système de matière. Donc, dans la partie thermodynamique, on regarde l'aspect ou la description macroscopique qui est déterminé par des paramètres qui sont limités et qu'on appelle les variables d'état. D'accord? Donc, un système thermodynamique, il est caractérisé par ces variables d'état. Pression, température, volume, nombre de particules ou nombre de moles. C'est ce qu'on appelle les variables d'état. Ces variables d'état ne sont pas indépendantes. Ils sont reliés par ce qu'on appelle une équation d'état. D'accord? Par exemple, je donne l'exemple de l'équation d'état d'un gaz parfait, P fois V égale nRT. D'accord? Donc, les variables d'état, on a des variables d'état qui peuvent être extensives et des variables d'état qui peuvent être intensives. Les variables extensives sont proportionnelles à l'étendue du système. Ce sont des variables additives, c'est-à-dire si je suis en présence d'un système sigma qui est l'ensemble de deux sous-systèmes sigma 1 et sigma 2, la variable, si elle est extensive, c'est la somme de sigma 1, de x sigma 1 plus x sigma 2, par exemple. D'accord? Ce sont des variables additives, c'est ce qu'on appelle des variables de quantité. Par contre, les variables intensives sont des variables de qualité et ils ne sont pas additives. D'accord? Et ils sont caractéristiques du comportement interne du système tel que la température, la pression, par exemple. D'accord? Un système qu'on va étudier, c'est un système qui peut être en équilibre. Et un système thermodynamique en équilibre, c'est un système tel que toutes les variables d'état sont des constantes. Et si les variables sont des constantes, 3 conditions sont à réaliser. Donc, il y a 3 contraintes qui doivent être respectées pour qu'on puisse dire que notre système est en équilibre thermodynamique. Première condition, équilibre thermique, c'est-à-dire un système thermodynamique est dit en équilibre thermique si la température reste constante à chaque instant. D'accord? Par exemple, si on a un système qui présente une paroi qu'on appelle diathermane, donc on commence un peu à s'habituer à ce genre de langage en thermodynamique, qu'on appelle par exemple paroi diathermane, c'est une paroi qui permet les échanges thermiques, à l'inverse de ce qu'on appelle paroi athermane. D'accord? Si on a un équilibre thermique, ça veut dire qu'on a des deux côtés de cette paroi diathermane, la température est la même. Pour avoir un équilibre thermodynamique, il faudra aussi avoir un équilibre mécanique. Un équilibre mécanique, c'est-à-dire absence de tout mouvement macroscopique de la matière constituant le système. Donc, si on a un système qui présente un piston mobile, par exemple, la pression est maintenue constante dans les deux côtés qui sont séparés par le piston mobile. D'accord? Troisième équilibre ou contrainte à respecter pour avoir l'équilibre thermodynamique, c'est ce qu'on appelle l'équilibre chimique. C'est-à-dire que la composition n'est pas modifiée en tout point du système. Et là, l'équilibre chimique, c'est-à-dire si on a un système où on a deux phases, ce qu'on appelle un corps diphasé, l'équilibre chimique implique aussi un équilibre de diffusion. Ça veut dire que les proportions de chacune des phases restent constantes dans le système au cours du temps. Donc, si l'une parmi ces 3 contraintes n'est pas vérifiée, le système n'est plus en équilibre thermodynamique. Dans les 3 chapitres qu'on va avoir à traiter ensemble,
En général, on va passer par les 3 cas particuliers. Ils sont le modèle du gaz parfait, la phase condensée incompressible et les corps diphasés. Donc, ici, je présente un peu d'abord le modèle du gaz parfait. C'est un modèle et c'est parfait. Il est constitué de particules ponctuelles, c'est ça qu'on appelle un gaz parfait. Ces particules doivent être sans interaction entre elles. Ce sont des particules qui sont en mouvement continu dans une enceinte. Et ce sont des particules qu'on suppose ponctuelles. Et au cours de leur mouvement dans cette enceinte, il n'y a pas d'interaction entre elles. D'accord? Il n'y a pas de collision entre les particules. Les collisions ne se font qu'avec les parois de l'enceinte. Donc, lorsqu'on a un choc avec les parois de l'enceinte, la particule qui vient frapper avec une vitesse v, elle retourne dans le milieu avec la même vitesse. On a conservation de l'énergie cinétique avant et après le choc. D'accord? Donc, la pression qui est mesurée de ce gaz dans cette enceinte, elle est due au choc de ces molécules sur les parois de l'enceinte. C'est ça ce qu'on appelle un modèle du gaz parfait. L'équation d'état d'un gaz parfait, parfois, PV égale à nRT, pression Pascal, volume en mètre cube, nombre de mol, N, T température en Kelvin et R, c'est ce qu'on appelle la constante des gaz parfaits. Ce gaz parfait, bien sûr, il a des limites et on passe dans le cadre réel qu'on appelle un gaz réel. Donc un gaz est dit réel, bien sûr, lorsqu'il n'est plus parfait. C'est-à-dire, si les particules ne sont plus ponctuelles, donc s'ils ne sont plus ponctuels, ça veut dire que ce sont des particules qui possèdent un volume propre. Imaginez que vous avez une enceinte avec un piston mobile et que vous placez à l'intérieur un gaz que vous supposez parfait. Si vous allez appliquer une pression très grande sur le piston, une pression infinie, si le gaz est parfait, le volume final, c'est-à-dire après avoir exercé une pression infinie, puisque les particules sont ponctuelles, le volume va tendre vers 0. Alors que réellement, bien sûr, ce n'est pas le cas. Donc, le volume qu'on appelle le covolume, c'est quand on tend la pression vers l'infini, c'est le volume qu'on n'arrive plus à diminuer. C'est le volume qui traduit la taille ou le volume de chacune des particules, ce qu'on appelle le volume propre. Et le gaz n'est plus parfait aussi si le choc avec la paroi ou les parois n'est plus élastique. Et le gaz n'est plus parfait si, bien sûr, l'interaction entre les particules n'est plus négligeable. Donc, il y a un choc entre les particules et l'interaction n'est plus négligeable. Et bien sûr, si on a un choc entre les particules, c'est une force d'interaction entre les deux, vous voyez. C'est une force d'interaction, c'est une force conservative. Et cette force conservative se traduit par une énergie potentielle. C'est ce qu'on appelle une énergie potentielle microscopique. Donc, lorsqu'on a un gaz parfait, vu qu'on n'a pas d'interaction entre les particules, l'énergie potentielle des différentes particules, c'est égal à 0. Parce que la force d'interaction est égale à 0. Madame? Oui. Pensez que je me fini. Le choc. Le choc avec les parois n'est plus élastique. C'est-à-dire lorsque la particule frappe sur la paroi de l'enceinte, pas forcément elle va retourner avec la même vitesse. Pourquoi? Parce qu'elle va être dérangée par les particules qui l'entourent en fait. Il y a un gêne dans le déplacement. Avec une autre vitesse. Je m'en ai un choc élastique. C'est-à-dire, elle vient avec une vitesse V1, elle frappe sur la paroi de l'enceinte et elle retourne avec la même vitesse V1. C'est pas le cas.